3 whisky, 4 whisky de place, c'est ça? Et quoi d'autre? Une bière. J'ai vu là. C'est genre du whisky mon gars. On est content de cette disquaire là, ça se passe super bien quoi. Enfin je m'attendais tout sauf à ça quoi. Je me suis dit que ça allait prendre un peu plus de temps, c'est une nouvelle affaire, c'est dans un quartier différent. Et finalement, putain c'est super. Je m'appelle Mouad Etak, né dans les années 70, en Algérie, en Kabylie, dans la région de Bouzguel. J'ai grandi jusqu'à 12 ans, 12 premières années de ma vie, un rêve d'enfance, un passage entre le bonheur et la tristesse, tout simplement l'exil, comment l'expliquer, un père en France qui s'est exilé dans les années 50 pour travailler, et d'une mère qui est restée. Donc c'est un bonheur, je dirais, part entier. Paris était une ville qui était complètement différente de ce que j'avais là-bas. Là-bas, c'est plutôt la montagne, on vit à 1500 mètres d'altitude, c'est une espèce de désert. Mais là, c'est complètement une ville qui va à 200 à l'heure. Mais je n'ai pas pu profiter de Paris jusqu'à ces dernières années, je dirais 25, 26 ans, où je retrouve quoi. Où je retrouve Paris, je suis rentré dans une culture qui était complètement différente de la mienne, et à partir de là, je me suis imprégné. Mais Paris à Kabylie, c'est un monde complètement différent, à part quoi. Comment ça s'est passé le départ de la Kabylie, si tu as des souvenirs? De joie, de joie de découvrir Paris, et au-delà de cette joie-là, il y avait une tristesse de quitter les siens. Donc c'était un peu mitigé. En fait, c'est extraordinaire quoi. La première fois, le départ, c'était plus de la joie parce que j'étais pas trop sûr que j'allais rester. Mais une fois qu'on a pris la responsabilité, j'ai pris la responsabilité de rester au-delà de ces 2 ans, je comptais les jours quoi. Quand est-ce que j'allais repartir? Alors qu'il a 11 ans, Mohand a quitté la Kabylie et ses repères d'enfants pour rejoindre son père en France. Pour la plupart des hommes du village à cette époque, il fallait s'exiler pour trouver du travail. Pourtant, les Kabyles parlent de leur pays comme d'un repère essentiel. Cette immigration a provoqué une mutation profonde, et l'exil semble comme inscrit dans l'histoire de la Kabylie. Ce qui était marquant, c'était plus ou moins sous-entendu par ce fait migratoire, c'est la pauvreté. En même temps, avec le recul, on se rend compte comment les gens étaient, très dignes face à cette pauvreté, face à cette faim, qui ne les a pas empêchés de partager finalement tous les moments et puis le peu de biens qu'ils avaient. Donc oui, ces difficultés matérielles très fortes ont en grande partie conditionné les mouvements migratoires très jeunes, parce que au fur et à mesure que la science faisait des progrès, donc la mortalité infantile était moins forte, donc il y avait toujours des bouches en plus à nourrir. Et là, on ne pouvait que partir, puisque les terres étant toujours les mêmes, les productions ne pouvaient pas changer malgré le progrès technique, donc il fallait aller chercher ailleurs le complément de nourriture. Nous avons subi à la fois les bienfaits de l'immigration sur le plan matériel, et puis des conséquences moins bonnes peut-être au niveau affectif, puisque beaucoup de mes camarades, mon père n'ayant pas immigré tout de suite, beaucoup de mes camarades étaient sans père en quelque sorte, et même si l'environnement familial, la solidarité était très forte, c'était comme un peu des orphelins, puisqu'ils n'avaient pas vraiment de référent de ce point de vue-là.
Mais pas moi, mais je te dis pas que moi. Viens, viens avec moi, viens. Ahmed, comment t'es trop classe, mon gars? Richard Gir. Ah, monsieur. Bien sûr. Bien sûr. Regarde, monsieur. C'est monsieur Wahib, le frère de Aziz. Mokral, que tu connais très bien. La Félipation, le grand chauffeur de camion. Ahmed, le boulanger. Nico. Bienvenue. Merci. Nino, Mokral. Bonjour. Quand je suis plus à Paris, là, moi, je te dis, le premier jour où je rentre dans ce village, dans cette ville-là, je suis plus parisien. Même mon vocabulaire français, je le perds, quoi. J'ai vraiment du mal à dire. En règle générale, tu vois, il y a une grosse population kabyle qui vit en France, où je les vois parler français, je me dis qu'ils sont pas vraiment... Et là, je perds mes mots, je perds mon vocabulaire, je deviens un villageois. Est-ce que c'est par gêne ou c'est par... Achon, j'arrive. Par gêne. Je sais pas, je trouve pas mes mots. Je parle pas facilement le français dans ce village. C'est vraiment pareil en France, dès que je rentre le lendemain de mon arrivée, je me reconnecte. Je suis parisien. Et ici, pareil, je pars de Paris. Le premier jour, du jour au lendemain, au bout de 3 jours, je redeviens un peu cet enfant passé, ce kabyle, ce villageois. Je dirais pas ce berger parce que je n'ai jamais été, mais ce campagnard. Arrêtez les caméras.
مالك نو بشوية تسمي على نوين مولا شاثنا دار قنو كيسفراني إيه ديوني نفقي ديوسان سكفيغا موحن داك لي إفيغا نراون دي قصر ناس في الحني تمارايق إن شاء الله ذين لوني عجبنا تصاطاس معني إلا شيطان تسمية تغراتينا للتمارا ذم دارك يا نراون الباز ورقيم أصار تلال تمارا أساد الحني براوي Bon, moi, je m'appelle Madani, j'ai 40 ans, je suis dans l'hôtellerie, en sous-traitance, bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et voilà. C'est mon père qui m'a emmené à l'âge de 7 ans, dans les années 72. Il m'a emmené en France. Bon, je suis resté presque 10 ans. Puis on peut dire qu'il m'a donné un coup de pied dans le derrière, quoi. Il m'a ramené ici, quoi. Je suis arrivé sans connaissance de culture, bien sûr, sans ma mère. Bon, ça a été un peu difficile. Je me rappelle les 2 premières années. Il manquait l'amour maternel, quoi. Mon père, il m'a mis chez une nourrice. Il venait de temps en temps nous voir, c'est tout. Les études, elles n'étaient pas fameuses. Quand on manque de quelque chose, vous savez, c'est difficile. Hein. Quand vous n'avez pas de parents. Bon, vous savez qu'ils sont vivants. Je me rappelle même à l'école primaire. C'était à la rue Saint-Maur. Les années 72, tout le monde avait son père, sa mère qui les attendait à la sortie. Même pas la nourrice. Hein. Elle venait de temps en temps, elle venait pas. Et on était à 200 mètres de la maison. Des fois on chialait parce qu'on ne trouvait pas notre chemin. Moi et Ali, vous pouvez lui demander, on commençait à chialer. Parce qu'on ne retrouvait pas le chemin, elle ne venait pas. Elle avait d'autres choses à faire, je ne sais pas. Je me rappelle le premier souvenir quand je suis arrivé là-bas. Mon premier repas, c'était un steak tartare. J'en ai vomi pendant 3 jours. Hein. C'était de la viande hachée crue, avec un œuf cru. Pour me faire avaler ça, c'était... ça, c'était le premier souvenir en tant que bouffe, c'est tout. C'était malheureux. J'étais malheureux à un point. J'étais... Je suis rentré à l'école Saint-Maur, j'avais 12 ans, mais j'avais du mal à me poser, quoi. J'étais complètement déraciné, déconcentré. J'avais du mal à me concentrer, je dirais, quoi. Tout mon potentiel était là-bas. Je suis arrivé à savoir lire et écrire, à calculer. Bon, je me suis arrêté, je me suis dit pourquoi faire des études. Je me suis dit que mon père a réussi, il n'a jamais été à l'école réussi. Moi, pourquoi faire des études? Sans études, je réussirais comme lui. Je me rappelle même un jour, il y a quelqu'un de présent du village, il s'appelle Minouche. Ali le connaît. Il y a le directeur de l'école qui me convoque. C'était l'école des Pères Blancs. Bon, j'étais exempt de l'heure du christianisme parce qu'on apprenait un peu la Bible. Mais nous, on dit que musulmans, vous êtes exempts. Et ils nous ont convoqués, ils ont convoqué les parents, il s'est présenté. La question qui me donne le directeur, monsieur Madani, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Devant mon père et quelqu'un du village. Je lui ai dit, je veux faire comme mon père, au directeur. Vous savez ce qu'il m'a fait mon père? Il m'a craché en plein dans la gueule devant le directeur.
Je lui ai dit que je voulais faire comme mon père. Je voulais imiter mon père parce que moi, il avait réussi. Un hôtel, un restaurant. Pour moi, c'était... Puis le père, c'est souvent l'exemple. Voilà. Il m'a craché dans la gueule. Il m'a craché dessus. Et le directeur lui dit, pourquoi, M. Mény, pourquoi vous lui faites ça? Il veut devenir quoi, vous, maman? Il veut se lancer peut-être dans la restauration. Mais non, il n'a pas voulu comprendre. Ce sont des gens qui voulaient scolariser leurs enfants. Et c'était étonnant de voir ces gens qui n'avaient pas accès nécessairement au monde de l'écriture prendre conscience de leurs propres conditions et se dire « moi je ne veux pas que mes enfants aient le même parcours que moi, donc le meilleur moyen de les scolariser, c'est ici ». Donc en France, avec toutes les possibilités, les moyens mis à la disposition des gens, alors que localement, d'abord il n'y avait pas toujours des écoles, et deuxièmement, la communauté, entre guillemets, peut s'opposer. Quelle est la nécessité de scolariser un tel plutôt qu'un autre, etc. Donc je crois que c'était le moyen à la fois d'assurer l'éducation des enfants et également de les gâter en quelque sorte, parce qu'il y a une mauvaise conscience vis-à-vis de ces enfants qu'on a abandonnés. Symboliquement aussi c'est important parce qu'on ne dira jamais, comme la femme est tabou, on ne dira jamais tu as abandonné ta femme, tu as laissé ta femme, etc. Mais tu as laissé tes enfants. Je suis revenu 2 ans ou 3 ans après. Kabyle, Wallo. Je ne parlais plus kabyle. J'étais un vrai français. Ma mère, je lui parlais en français. Elle était malheureuse. Maman disait skssou, non, omelette. Il y en a marre, couscous. Je parlais pas kabyle, non, je parlais pas. Je revenais tous les 2 ans, 3 ans, c'est tout. Il m'emmenait ici. Il me mettait ici, maman. Je passais 2 mois, puis il me ramène, après la rentrée scolaire, il me ramène là-bas. Voilà, comme ça se passait. Puis, de toute façon, après les 2-3 ans que j'ai passé, j'étais vacciné. J'avais plus de sentiments, ni pour ma mère, ni pour personne. Hein. Je sais que j'étais seul, c'est fini. Pas aucun sentiment. Je sais que c'est ma mère, mais pas d'amour. Cet amour, ils me l'ont coupé. Quand j'étais parti d'ici, c'est fini. Ici, j'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin de jouer, je dormais peu à la maison en fait. Je crois que c'est juste, à un moment donné, j'avais peut-être peur aussi de trop m'attacher pendant ces vacances-là, je devais devoir repartir. Moi j'arrivais, je la trouvais bien rayonnante, etc. Je me rassurais et je partais en fait. Je partais au ballon, chez des cousins, chez des copains. Un jour je dormais là, un jour je dormais pas là. Et ça m'arrivait que les vacances passaient très rapidement. Et au moment de départ, où je me mets, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas su profiter d'eux, je vais devoir partir et supporter encore un an sans les voir. Je me culpabilisais en fait de ne pas passer assez de temps avec eux. Alors je me dis inconsciemment, est-ce que c'est une peur de me trop rattacher et de repartir? Effectivement, ma vie n'a pas été très simple du rapport que j'avais avec les femmes, même en France. Quoi. Je veux dire, j'avais besoin de séduire et je prenais la fuite rapidement. Je prenais trop la fuite parce que j'avais une peur des femmes en fait, c'était bizarre. Mais je pense que ça m'a beaucoup déchiré le fait de cette séparation rapide et très jeune. M'a fait beaucoup de mal. En exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires
pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tout ce qui me sont très chers. Pour moi ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Ton père a vécu en France aussi, non, Ahmed? Ton père? Ouais, mon père a vécu en France. Ouais. Et son père, pareil, était très ami de mon père. Débouchonnaient les bouteilles ensemble à l'époque. Voilà. Avec le père de Méziane aussi. Ouais. Et juste, en fait, on a parlé plusieurs fois du manque du père, parce que beaucoup de pères apparemment du village. Du village étaient partis. Beaucoup se sont exilés. Ouais, ils se sont exilés. Ouais. Beaucoup se sont exilés et beaucoup qui sont ici qui savent pas, connaissaient pas la définition d'amour, quoi, qui avaient une éducation un peu particulière pour élever leurs enfants. Mais à la fois, vous imaginez, vous, toi, Momo, en fait, tu es un peu sur les traces de ton père d'une certaine façon. Tu t'as quitté un endroit qui t'était cher. Eux, ça a dû leur faire pareil. Ils ont dû non, mais ils ont dû souffrir, effectivement. Ils ont dû, ouais, mais c'est loin d'être évident pour eux. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de poser la question à mon père de son adolescence. Moi, j'en suis persuadé que l'Europe, son exil très jeune, et pas forcément... on manque d'affection paternelle. C'est normal. C'est normal. Et ton père te manque. Non, mais en fait, la question n'était pas là. La question, c'est que les parents qui sont partis s'exiler là-bas, est-ce que tu as essayé d'imaginer un jour leur douleur, leur souffrance, vivre dans une chambre de bonne, vivre dans une chambre de je sais pas de combien de mètres carrés, ouais, avec une marmite, je sais pas comment elle était alimentée. À mon avis, ils étaient malheureux aussi. De toute façon, aujourd'hui, leurs enfants ici, là, sont malheureux, et encore plus eux là-bas, quoi. Je pense qu'en règle générale, tout exil fait mal à tout le monde. Les machins de bœuf, ça, c'est... Comment je dirais ça? Alors, voilà. Le journaux. Quand l'immigré revient au pays, pendant longtemps, ça a été vraiment il devait montrer qu'il avait réussi, c'est le symbole de la réussite, donc c'est le costume cravate, les stylos dans la poche extérieure, même s'il est illettré, parce qu'il fallait absolument donner cette image de réussite, dans la mesure où le départ, ça a été un échec. Puisqu'on décrit très souvent le départ des migrants à l'aube, non pas parce que l'autocar passait très tôt, mais c'est parce qu'on voulait se soustraire au regard de l'autre. On veut fuir le regard de l'autre le jour où on part, comme si on se sauvait. Donc si vous voulez, c'est un cycle complet, on part et on revient. On s'en va pour, non pas nécessairement s'enrichir, mais pour subvenir aux besoins des siens. On doit revenir d'une manière positive avec des symboles, c'est-à-dire de la richesse. On regarde ma maison, en Algérie.
Ça, c'est ma petite fille, la dernière. Ça, c'est la dernière, ça, la petite fille. Ça, c'est la dernière. Elle s'appelle Onissa. C'est mon bijou. Ça, c'est mes enfants, c'est les trois, le grand Fatah, Samir. Et eux, le ballon, même là-bas, il y a du ballon de l'OM, regardez. Il y a même un ballon de l'OM. Ça, c'est mes filles. Ça, c'est chez moi, mes enfants en train de faire du vélo. Ça, c'est chez moi, pendant les travaux, tu vois. Les travaux. Et ça, regarde, ça c'est quand je travaillais au Drouot. 18 ans, porte-assiette. Il y a 18 assiettes, là. Ah, je te parle de ça quand je travaillais au Drouot. Il y a 18 assiettes. C'est beaucoup, hein? Ouais. Aujourd'hui, il fait froid. Il fait très froid aujourd'hui. Ce matin, il faisait au moins 5 ce matin. Il fait un froid de canard. Ah, c'est normal, hein? Il fait beau, mais il fait froid. Moi, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé dans l'industrie. J'ai travaillé dans comment on appelle ça, le OS2 sur machine. Pendant 2 ou 3 ans. Après, j'ai atterri à Montparnasse dans l'hôtellerie. J'ai commencé à travailler à l'hôtellerie à Paris. Enfin, tant bien que mal, je travaillais dans le Montparnasse, je travaillais dans la gare du Nord, je travaillais à Saint-Michel, dans des grandes boîtes. Dans des boîtes, c'est-à-dire des auvergnats. Et quand j'ai quitté à 79, on m'a licencié le machin de Saint-Michel, je suis rentré dans le Mafia. Et là, c'est la continuation, c'est le cauchemar, c'est fini. Depuis que je suis rentré là-bas, j'ai dormi. Je me suis réveillé en 2006. Eh oui. Ça, je t'assure que c'est vrai. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est comme si tu partais dans le coma. Hypnotisé. Pourquoi? Je sais pas, moi c'est passé tellement vite, maintenant que je suis sorti. À l'époque, non, à l'époque, ça passait pas vite. Mais maintenant que je me réveille, j'ai dit merde, je suis passé 26 ans là, dans un trou rare comme ça, même pas 10 mètres carrés, même pas. Tu as vu le comptoir comment il est? Alors tu vois, tourner toute l'année, des années comme ça. C'est pas une vie pour nous, c'est pas une vie pour la femme. Et pour les enfants encore en plus. Les enfants, parce que les enfants, plus ou moins, ils ne le connaissent pas. Tu vas en France, jusqu'à 20 ans, le garçon à 20 ans, il n'a jamais vu son père, c'est un Père Noël. Il entend parler, mais il ne le voit pas. C'est ça. C'est souvent ce que m'ont dit les gens là, que j'ai demandé, ils disaient mon père c'est comme un étranger. C'est vrai, c'est ça, c'est vrai. J'ai la chance de voir mes petits-enfants maintenant, c'est bien. Parce que là, maintenant, je récupère. C'est-à-dire, j'essaye de faire au mieux. Ce qu'on n'a pas fait à nos enfants, on essaie de le faire aux petits-enfants. Ça. Il y a eu une génération comme ça, un peu sacrifiée. Sacrifiée, exactement. Notre génération est sacrifiée. Vis-à-vis de vos enfants et même pour nous. Et même vis-à-vis de vos pères. Quoi. Exactement, voilà. Et quand tu viens en France, dans une chambre d'hôtel, 4 murs, tu fais croiser les bras, c'est pas une vie. Mais la génération de maintenant, c'est insupportable. Ils ne le feront pas. Jamais ils accepteront ça. Ça a été quand même une des conséquences les plus négatives de l'immigration. Oui, les rapports père-fils ou père-famille, oui. C'est vrai, c'est des conséquences qu'on ne peut pas oublier. Oui, c'est ça. Hein, très dur, très dur. Quand tu laisses ta famille ici,
Tu es obligé de travailler pour toi. Nourrir, payer ton loyer, sortir si tu as envie de sortir ou de t'amuser. Mais la famille, il ne faut pas la laisser, tu es obligé de partager ta paye. Alors tu envoies pour la famille, pour le nourrir. Il faut construire, il faut les remarier les enfants, si tu as des enfants à marier. Et ça, ça demande beaucoup d'argent, et ça demande beaucoup de faire des sacrifices là-bas. Parce que des fois, les gens, quand ils te voient là-bas, tu ne sors pas, par exemple, régulièrement, tu ne vas pas au bal ou n'importe quoi. Oh, celui-là, c'est un rapace. C'est faux. Il faut faire attention dans la vie. Quand tu vis là-bas pendant des années, si tu ne fais pas quelque chose. Voilà, maintenant, si je n'avais pas construit ma maison, où je vais aller? Solidarité, moi je peux la comparer comme les Arméniens, comme les Juifs. Parce que les Juifs, quand ils voient quelqu'un qui commence à dérailler, ils essayent de tous les moyens de le freiner. Ils le remettent dans le droit chemin. Nous, c'est pareil. Quand un gars qui voit par exemple sous la gueule ou n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de lui expliquer qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas trop dépenser ton argent, tu vas te ruiner, tu vas être malade avec ça. C'est beaucoup la solidarité. Déjà, quand on vit en communauté, c'est déjà pas mal. C'est une chose très très bien. Parce que quand tu fais attention tes voisins, tes cousins et tout, tu vois ce qu'ils font, tu oublies de faire comme eux. Ça, c'est une très bonne chose. اخل وشو لا والله دوس يا الساعه 16 ده بشيشنا في الكورس قصيبة سقاطة أنا جالس الثقافة نحن نحمفرها يا زين المتشنا هم ما فاهمين ها هي ساسولا ها لا دروة هذا الكاس قريب الكاس غاشي حتى الكمال يكون غاشي ب 150 ثاني ان يمكن ان لا لا كده Chez nous, les Kabyles, la plupart du temps, à cette époque, on ne pouvait pas amener les femmes en Europe.
en France, parce que c'est pas une raison, c'est pas tout à fait comme certains ont des préjugés. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Parce que s'il doit ramener sa famille, pour eux, ils seront déracinés. Il y a un déracinement de la part de la famille. Donc il y a l'éclatement de cette famille. Donc lui-même, il va se perdre. Il est perdu. Il n'a plus de repères. C'est pour cette raison. Ils sont un peu méfiants. Pourquoi je suis revenu? La question est là. Mon père, il a exigé, enfin, il m'a conseillé beaucoup plus de revenir en Algérie que de rester en France. Bon, peut-être que sa génération, elle est tout à fait différente de la mienne. Mais j'ai écouté. Pendant un certain temps, jusque pratiquement à la guerre d'Algérie, il y avait un va-et-vient permanent. L'exil ne pesait pas lourd parce qu'on restait 1 an, 2 ans, quelquefois 6 mois. Donc il y a une noria qui se faisait et puis on était remplacé dans la chambre comme dans le travail par un parent. Donc ça ne posait pas de problème, l'exil n'était pas très lourd et en même temps on n'était pas perdu en revenant, on n'avait pas besoin de réinsertion dans le pays d'origine comme on pourrait dire aujourd'hui en termes modernes. Et donc cela, ça ne pesait pas trop et les individus ne s'intégraient pas vraiment à la vie française, ils volaient des moments de bonheur. C'est leurs propres expressions. Cinéma, quelques amourettes, par-ci par-là, quelques rapines, pourquoi pas. Et donc quand on revenait au pays, donc c'est des choses qu'on pouvait taire, comme si elles n'avaient pas existé, c'était le jardin secret. Mais à partir du moment où la guerre d'Algérie a fixé les individus, soit au Maghreb, soit en France, l'exil durait beaucoup plus longtemps. Donc on était davantage imprégné de la culture française à laquelle on était déjà sensibilisé au pays par la colonisation. Et donc là, on était beaucoup plus sensible aux mœurs françaises. Et donc là, il peut y avoir des décalages. La seule chose qu'on peut dire aussi en revenant, évidemment notre langue, bon, pour moi j'ai étudié en France, quand on est arrivé ici c'est l'arabe, alors là ça change tout, alors là on est un peu, ça ne va plus en quelque sorte, on se sent, si vous voulez, un peu étranger dans son propre pays. Moi, vous croyez que je pourrais oublier le français ou oublier la France? C'est pas possible. C'est un deuxième pays pour moi. Je peux dire c'est mon pays adoptif. Hein. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a. Toutes les connaissances que j'ai ici, c'est grâce à la culture française. Tout ce que j'ai eu. Mais à ce jour, je l'ai toujours dans mon cœur. C'est mon deuxième pays. Je ne considère pas que l'Algérie est mon propre pays, non, j'ai 2 pays. J'ai l'Algérie, le pays de ma mère, la France, pays de mon père. Voilà, c'était ça. Bon, j'ai partagé. Et à ce jour, je suis toujours comme ça. Et c'est pour ça que je n'arrive même pas encore à m'adapter avec les enfants que j'ai ici. Et tout, je n'arrive pas, non. Il viendra un jour, bon, je vais y retourner de toute façon. Je ne vais pas finir mes jours ici, non. Quitte qu'au coûte, le temps de régler quelques problèmes ici, mais j'y vais. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas intégré, ni dans la société algérienne maintenant, ni, la société française. La période où j'ai vécu, j'avais des collègues, des camarades, on discutait, il y avait c'est autre chose. Lorsqu'on est revenu ici, on est complètement brisé, donc... je ne pouvais pas ni choisir la France, ni choisir ce pays. On est un peu perdu dans notre existence, dans notre manière de voir les choses.
Ah, moi je me considère 100% kabyle. Peut-être immigré français, mais je ne me suis jamais considéré français. Parce que je ne suis pas français, quoi. Je ne me sens pas français. Je suis immigrant français, j'ai des relations amicales et privilégiées avec beaucoup de Français, mais je ne suis pas français. Et en quelque sorte, le français ne me considère pas comme français. Mais c'est complètement logique et normal, quoi. Je ne suis pas né là-bas, j'ai juste grandi et je me sens 100% kabyle. Ouais. Mais en fait, de ma nationalité. Mais après, quand tu parles de la culture, allez, j'ai la double culture, effectivement. J'ai peur pour mes enfants. Je ne vois pas ce qu'ils deviendront ici, mes enfants. Moi, je vous le dis, que je ne vois pas ce qu'ils vont devenir. Les filles, bon, ils vont peut-être 20 ans, 21 ans, vont se marier, les garçons pareil, mais ils seront dans une misère totale. Ils ne seront pas heureux. Il faut leur donner le choix, parce qu'ici, ils n'auront pas le choix. Mais si je suis en Europe, je sais que mes enfants, ils vont choisir. Ils vont choisir ce qu'ils vont faire. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous... Vous êtes en train de voir ce qui se passe. Je ne vois pas quel avenir qu'il y a. Bah, tous ces châteaux construits, c'est bien beau, mais d'ici demain, ils vont dire... Qui est-ce qui va les habiter ici? Ville morte. Aucune industrie, aucune... Avec quoi vous voulez vivre? Avec cette terre, elle ne vous fera pas vivre. Elle n'est pas assez grande. Avec quoi? Oh, de foyer. La génération de maintenant, ils ont envie de voyager, partir, quitter le pays à tout prix. Voilà, tu les vois avec les visas, ils n'arrêtent pas de demander des visas. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas partir. Il y en a qui sont bien installés ici, ils ne veulent pas partir. Vous savez que ce qui retient les enfants ici, c'est le besoin. Hein. Pas plus. Parce qu'on se dit, bon, vous, Français, vous voyez ça de... Vous croyez qu'il y a des bons liens dans des familles, il y a ceci, cela. Moi, en ce qui me concerne, en ce que je vois, je vis avec eux, c'est tout à fait faux. C'est les moyens.
Vous voyez un gars de 25-30 ans qui est en train de coller au cul de son père. Pourquoi? C'est pas par amour, sa mère, parce qu'il n'a pas où aller. Bon, bien sûr, il y a toujours le lien de parents, bien oui. Par rapport à l'Europe, on n'est plus, comment vous dire ça, on est plus liés aux parents qu'en Europe. C'est-à-dire les Européens, ils arrivent à un certain âge, bon, ils foutent le camp, ils téléphonent peut-être une fois par an chez leurs parents, 2 ans, bon, ils s'en foutent. Mais ici, il y a toujours le lien est sacré. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais les enfants, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils sont dans le besoin de rester ici. Mais les jeunes de maintenant, c'est pas pareil, c'est pas question de boulot, c'est pas le manger qu'ils cherchent. C'est sortir, voir. Force de regarder la télévision, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas ici. Ça a changé énormément. Oui, bien sûr. Moi, si j'étais le gouvernement, j'enlèverais tous les paraboles. Première des choses, j'enlève les paraboles. C'est vrai. Je t'assure, les mômes, maintenant, ils sont toute la journée, ils sont devant la télé. Ça, c'est les handicaps. Ça les pousse à faire beaucoup de choses aussi, les jeunes. Ben, ça les fait rêver, soi-disant. Ils rêvent debout, mais pas, ils ne dort pas. Ils rêvent debout, mais ils n'arrivent pas à ce rêve-là. Impossible. Il y en a qui vont arriver, mais d'autres, ils le voient passer à la télé. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens s'ouvrent. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans des croyances, il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une sorte d'ethnocentrisme, il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une vision monolithique eux aussi de leur langue. Il faut qu'ils s'ouvrent à d'autres langues, que ce soit le français, l'arabe, l'anglais, etc., qu'ils s'ouvrent au monde moderne. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont redécouvrir, leurs origines. Vous savez, si je n'avais pas fait d'études de sociologie, je n'aurais pas compris ma propre culture. Je pense que je n'aurais pas aimé la langue kabyle comme je l'aime aujourd'hui. Et je l'ai découverte grâce à une autre langue, grâce à des éléments de comparaison, et grâce aux sociétés que j'ai côtoyées par ailleurs. Donc j'ai vu qu'il n'y a pas que des Kabyles dans la vie, il y a des Esquimaux que j'ai rencontrés, des Indiens et autres populations qui m'ont beaucoup appris sur moi-même. Je pense qu'on découvre les autres, on aime soi-même, on aime son pays, on aime sa culture, quand on en a vu d'autres. Et grâce à cela, je pense qu'il y aura une évolution qui se fera pas au détriment de sa propre culture. La culture kabyle doit évoluer. Il faut prendre du bon, il faut préserver ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est cette richesse, c'est cette honnêteté, c'est les principes fondamentaux, la parole, le nif, comme tu en disais la dernière fois, les valeurs sûres, quoi. À partir de là, la culture kabyle, il faut l'emmener vers des horizons qui sont plus loin, quoi. Mon père, on a beaucoup communiqué, mais avec les yeux. Je savais ce qu'il voulait me dire. Je me levais le matin, je voyais le visage de mon père, je savais qu'il y avait quand même une déception, ou je l'ai satisfait quelque part. Donc c'est pas un manque de communication, mais à un moment donné, verbal, j'avais envie, mais souvent, lui dire je t'aime, parce que j'étais très fier de lui. C'était un grand monsieur, humble. Et j'aimerais lui redonner tout ce qu'il m'a donné à tous les niveaux. Voilà. Si il entendra ce message, je vais dire je t'aime, quoi, voilà. Et il entendra une fois, peut-être dans ma vie, j'ai réussi à lui dire, mais je suis très fier de lui. Voilà. Pareil pour ma mère aussi. Parce qu'à un moment donné, avec Jésus, c'est elle fait ça. Et elle rigole.